Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et de débats sur les sujets de l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs qui sont là, qui sont des analystes, des hommes des médias. Avec eux, donc, nous revenons sur les sujets qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de 3 sujets au niveau national. Premièrement, des sujets plutôt politiques, avec d'abord cette double candidature subie de Mamadi Kouanda, donc, qui s'ajoute à la liste au niveau du CDP pour briguer la présidentielle. Nous revenons sur ce sujet. Et puis, deuxième sujet, sera encore question de la question donc du report des élections législatives, en tout cas des élections de façon générale, avec plusieurs réactions de personnalités politiques. Et puis, troisième sujet, il sera question de cette tentative de médiation du Haut Conseil des chefs coutumiers qui a tenté donc de ramener l'ordre au niveau du FADA avec les 2 rois. Nous revenons sur ce sujet. Et puis, en international, c'est la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara, en tout cas, s'avance pour un 3e mandat. Nous allons donc parler de ce sujet-là avec mes invités. À ma gauche, Mamadou Ali Compaoré, il est journaliste, actuellement cadre au niveau du ministère de la Communication. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis Vokouma Joachim. Vokouma est directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être sur ce plateau. Puis juste à la gauche de Vokouma, Évariste Faustin Konsebo. Faustin Konsebo est donc chroniqueur média. Il est le président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Merci d'être là. Et dernier invité, Eugène Ilboudo. Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci à vous qui nous suivez. Merci de nous prendre dans ce débat. On va commencer avec un sujet tout aussi international, mais concernant le Burkina notamment. Il s'agit donc de cette interpellation au niveau de la 44e session du Conseil des droits de l'homme. Le Burkina Faso a été donc interpellé par l'Organisation mondiale contre la torture, qui, en tout cas, s'insurge contre des tentatives, ou qui s'insurge contre des faits de torture de personnes sous, donc, dit-elle, sous le couvert, bien sûr, de la lutte contre le terrorisme. Les forces de sécurité du Burkina Faso ont interpellé, détenu, torturé, exécuté des centaines de civils soupçonnés d'appartenir de collaborer avec des groupes armés non étatiques. Évariste Konsebo, ça présage d'une très mauvaise publicité pour le Burkina à l'international. Non seulement une très mauvaise publicité, et les choses commencent à devenir très sérieuses, parce que n'oubliez pas que ce sont des cadres et des mécanismes. Et maintenant que cette question de non-respect des droits de l'homme a été posée devant l'instance des Nations Unies, ça risque maintenant de mettre le Burkina sous en fait l'emprise des procédures spéciales de l'ONU. Et ces procédures spéciales-là vont conduire à l'ouverture d'enquêtes avec des nominations de rapporteurs et d'experts indépendants. Et tout ceci peut terminer devant la CPI. Ce qui veut dire maintenant que les choses deviennent quand même très sérieuses. Oui, est-ce que, par ailleurs, est-ce que ça pourrait aussi conduire vers la mise peut-être à faire l'envoi peut-être de troupes d'observation militaires au Burkina? Ça, c'est autre chose, parce que pour ce qui est le volet de défense, ça, c'est le Conseil de sécurité qui doit peut-être aviser. Mais là, c'est l'aspect judiciaire de non-respect en fait, des droits, et surtout les crimes qui sont avancés sont des crimes vraiment très, très graves. Et ça, c'est le volet judiciaire. L'autre volet, peut-être, c'est au niveau, si peut-être, ça va dépendre. Si on estime que c'est peut-être les conditions ne sont pas réunies pour que, comme les autorités le disent, eux, ils n'ont pas les moyens de savoir qui fait ça, ça peut peut-être... Vokouma, ici, on voit que au niveau de l'organisation, ils sont allés très loin, parlant de la question de stigmatisation. Ils ont dit que plusieurs centaines de civils, lors d'opérations de lutte antiterroriste, dont 180 dans la ville de Djibo, on en parlait la semaine dernière, contribuant ici à la stigmatisation de la communauté Peul, qui représente de manière discriminatoire une cible dans la lutte contre le terrorisme. Oui, la note du comité contre la torture reprend l'essentiel du document qui avait été publié par Human Rights Watch. Oui. Hein, c'est à peu près la même chose. Hein. Notamment sur le massacre de 180 personnes à Djibo. Ça, c'est une information qu'on avait bien avant la réaction du comité contre la torture. Et je pense que le gouvernement avait réagi à ces allégations-là, hein, en disant que des enquêtes allaient être ouvertes, et que il y avait parfois des situations où des terroristes qui s'étaient emparés des tenues des forces de défense et de sécurité utilisaient ces tenues-là et commettaient aussi des exactions, ce qui est aussi des faits qui sont sur le terrain. Bon. Donc,
l'interpellation, ça fait partie des procédures normales au niveau de l'ONU. Le Burkina n'est pas le premier. Et au Soudan, ça va eu lieu. Et bon, je ne dirais pas qu'il ne sera pas le dernier non plus, mais ce qui est évident, c'est que c'est des procédures qui sont normales et devant lesquelles le Burkina aussi, l'État burkinabé doit s'expliquer et apporter des éclaircissements. Évariste a parlé tout à l'heure de procédures judiciaires qui pourraient aboutir à la CPI. Bon, il faut quand même savoir que pour la CPI, c'est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, si l'État burkinabé n'ouvre pas des enquêtes, une procédure judiciaire pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, ou est incapable de le faire, c'est en ce moment-là que la CPI prend le relais. Ça, c'est le principe qui est comme ça. Donc, il ne peut pas enjamber les autorités. Oui, mais est-ce qu'il y a aussi une possibilité d'autosaisine de la CPI à travers le Conseil de sécurité des droits? Oui, mais de toute façon, si peut actionner la CPI directement. S'il y a une procédure judiciaire qui est engagée au plan national, la CPI ne peut pas enjamber cette procédure-là pour aller d'amener la procédure burkinabé, l'État burkinabé. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on verra bien la réaction que le Burkina, l'État va apporter par rapport à l'interpellation du comité contre la torture. Est-ce que ce sont les mêmes éléments de réponse qu'ils vont apporter à Human Rights Watch, par exemple, ou c'est d'autres éléments, nouveaux éléments qu'ils vont apporter? Ce qui est évident, c'est que si ces faits sont avérés, effectivement, il faut que les coupables soient arrêtés et puis jugés. Et voilà, l'état de droit, c'est comme ça. C'est ce qui d'ailleurs l'organisation demande, voilà. des procès publics contre les auteurs commanditaires d'exécutions sommaires. Voilà, bon, s'il y a des exécutions sommaires qui ne sont pas justifiées dans la lutte contre le terrorisme, on l'a toujours dit à plusieurs reprises ici. Même dans le combat contre le terrorisme, bon, il y a des règles. Il y a des situations où si on n'a pas affaire à quelqu'un qui est menaçant ou qui peut effectivement ôter la vie aux soldats, il n'y a pas de raison qu'on l'exécute. Maintenant, il faut voir toutes les circonstances, les situations où ces cas se sont produits et quel était le contexte pour pouvoir apprécier. J'ai toujours dit par ici, exemple, on a dans Ouagadougou, les 12 personnes, là c'est clair que c'est dans les locaux de la gendarmerie. Mais ça, c'est des tortures aussi ou pas? Non, bon, je ne sais pas si on a ramené des preuves qu'ils ont été torturés, mais jusqu'à présent, moi j'ai vu les photos que j'ai d'ailleurs publiées. Oui, mais il est clairement dit qu'en détention provisoire ou en garde à vue, on ne meurt pas quand on meurt. Ah oui, non, je n'ai pas dit qu'on meurt en garde à vue. J'ai dit simplement que, comme l'a dit le procureur à l'époque, il ne peut pas dire avec exactitude que les 12 personnes avaient été tuées par balle. Moi, j'ai vu les photos, je les ai publiées. Non, la torture, c'est différent de la balle. Non, mais la torture, les conditions. Mais il ne dit pas non plus. La maltraitance ou les sévices qu'on a pu. Moi, je n'ai pas vu de texte qui indique qu'ils ont été torturés, qui a conduit à leur décès. Bon, je n'ai pas vu. Mais si ça est arrivé, bon, peut-être que ça m'a échappé. Ali Compaoré, est-ce que le Burkina est en train de... Là, c'est vrai qu'ils ont cité aussi le Cameroun, mais il n'y a pas à se comparer à un mauvais exemple, comme on dit. Alors, est-ce que le Burkina est en train de s'acheminer, malheureusement, dans cette lutte-là, vers quand même, j'allais dire, la liste noire des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, des pays qui ne sont pas solvables, etc., avec toutes les conséquences que cela peut produire? Bon, je n'ai pas envie de dire que mon pays est en train de cheminer vers la liste des pays voyous qui ne respectent pas les droits de l'homme. Je n'ai pas envie de le dire, je ne veux pas penser. Je ne veux même pas que nous y arrivions. Cependant, quand on regarde les faits, nous avons dénoncé un certain nombre de pratiques ici depuis Kain, Yarban, Yirgou, Tawalbougou. On a dénoncé la méthodologie dans la lutte contre les terroristes qui sont sur le terrain. La lutte contre les terroristes est une lutte que nous devons mener avec beaucoup de rigueur, que nous devons gagner d'ailleurs. Cependant, sur ce plateau, on a tous dit que la lutte contre le terrorisme ne nous autorisait pas à utiliser n'importe quel moyen. Nous devons utiliser les moyens démocratiques, les moyens, j'allais dire, internationaux pour lutter contre ces gens. Donc si notre État n'est pas en mesure de le faire, je crains fort que ce que je ne souhaite pas, nous arrivions là, c'est-à-dire que ceux qui exécutent les gens sur la base de dénonciation ou bien de faits, mais qui exécutent les gens ou bien qui torturent les gens de façon extrajudiciaire, effectivement, si notre pays n'engage pas une procédure contre eux,
c'est directement la CPI. Et vous savez mon point de vue sur la CPI. Je suis contre la CPI, mais je n'y peux rien. S'il y a des faits qui doivent amener les gens à la CPI, les commanditaires, ceux qui ont exécuté tout, ils iront et puis le répondront. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que nous devons faire une lutte implacable contre les terroristes, mais nous ne devons pas la faire n'importe comment. Or, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, et ça, c'est pas bon. L'État burkinabé par rapport à... Parce que la question ici s'appuie beaucoup plus sur les 180 morts il y a quelque temps. Est-ce que là aussi, le gouvernement avait répondu pour parler de questions aussi de confusion et des méthodes utilisées, de ruses utilisées par les j'ai bien terroristes. écouté, Vokuma l'a relevé. L'État burkinabé, pour sa défense, avance que les terroristes s'emparent de tenues de notre armée et avec ces tenues-là, les terroristes commettent des actions, une façon de dédouaner nos soldats. C'est un peu maladroit, cette stratégie de défense, mais enfin, c'est quand même... J'ai bien dit que c'est maladroit, je n'ai pas dit que c'est pas de fait. Voilà. C'est un peu maladroit, voilà, que les terroristes puissent avoir accès aux tenues burkinabé, qu'ils en fassent quelque chose. Bon, si c'est les tenues burkinabé, les terroristes aussi peuvent dire aussi que c'est pas eux, que c'est les burkinabés. C'est pour dire tout simplement que cette stratégie de défense ne peut pas tenir parce que bon, sur la base de tenues, c'est pas possible de le faire. Parce que je rappelle cela parce que à Yirgou, on a vu le chef de l'État. Quand il est parti là-bas après les massacres de Yirgou, on a vu les coloraux qui étaient armés autour du chef de l'État, alors qu'ils n'avaient pas leur place autour du chef de l'État, alors que nous avons une armée. Si on les a tolérés là-bas, on peut aussi penser que peut-être que nos soldats ont toléré les terroristes de porter leur tenue. André Eugène Ilboudo, c'est cette réalité qui est là et qui met surtout en exergue la question de la stigmatisation. Pour le comité, la lutte contre le terrorisme ne doit pas cibler une communauté donnée. Bon, là, je crois qu'il y a là-dessus, il n'y a plus rien, il y a rien à dire. Mais le problème ici, c'est que de toutes les façons, il y a une fable qui dit que devant la cour, si tu es faible, on te rendra blanc ou noir selon que tu es. Je dis le Burkina Faso, nous sommes dans un point où je suis d'accord avec toutes les analyses que les organisations des droits humains font, ceux qui s'occupent de cela, mais il y a des États qui ont massacré d'autres peuples, mais dont on n'en a pas parlé. Il y a d'autres États les plus forts, quand ils brutalisent les gens, on n'en parle pas, c'est les plus faibles. Ce qui me gêne dans cette affaire de défense-là... Oui, mais André Génilou, est-ce que pour autant, on peut nier ce qui est dénoncé chez nous? Non, est-ce qu'il n'y a pas eu 180 personnes mortes? Non, je ne nie pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu 112 civils morts, par exemple, en garde à vue? Est-ce qu'il n'y a pas eu Kayen, il n'y a pas eu Ban? Est-ce qu'on peut nier ça aussi? Non, je ne nie pas. Je ne nie pas. Ce que je voulais dire, l'actualité nous a servi cette semaine une attaque d'une grande personnalité du Burkina qui a échappé à un attentat, qui a échappé à une fusillade des terroristes. Je n'ai pas lu dans la presse une organisation des droits humains qui s'est insurgée contre le fait qu'on attaque une personnalité de l'État. C'est ça que c'est les deux mesures qui me peinent. Je dirais autant on défend les terroristes, autant on défend ce que les terroristes attaquent. Moi, ce qui me peine dans cette affaire... Est-ce qu'on ne confond pas les choses? Est-ce que le fait de dire, par exemple, de ne pas violer les droits de l'homme, c'est défendre les terroristes? Non. Parce que ceux qui sont victimes, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des Burkinabés. C'est ce qui est là. Quand on dit des civils qui sont tués, ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont des Burkinabés. Est-ce que ce n'est pas ça qui pose le problème des droits de l'homme? Non, j'exerce mon libre arbitre en disant que dans une guerre asymétrique qu'on nous a imposée, ceux qui doivent ruer dans les brancards contre le respect des droits humains doivent ruer aussi dans les brancards quand de l'autre côté on ne respecte pas les droits humains. C'est ça mon problème. Or, je constate, je ne défends personne. Je dis, vous savez, la justice est une balance. Et on obtient la justice que quand la balance pèse ensemble. Mais s'il y a un côté qui penche, c'est ça mon problème. Merci, mais je dis, bon... Merci André Janibou. Oui. Je pense qu'il ne faut pas que nous rentrons dans des confusions qui n'ont pas lieu d'être. Quand sur les terroristes qui sont tués sur le terrain de combat, personne ne les défend. Parce qu'ils ont été tués, les armes à la main. Mais là, quand on parle de 180 personnes, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est tout au plus, c'est peut-être des présumés terroristes.
Donc, sur la base de je ne sais quels critères, on prend des gens et on les exécute. Bon, quand même, il y a quand même un problème. Non. C'est ça justement. Moi, je ne mets pas au même niveau. Non. Là-dessus, si vous lisez le rapport de Human Rights, il dit on a découvert dans un charnier 180 corps. Tout à fait. Il n'a pas dit ce sont des corps de civils. Ok. J'ai dit, ce que je vais dire, en exerçant mon libre arbitre, j'ai dit, dans ces charniers que l'on a trouvés, ça peut être des innocents, ça peut être un charnier André Jean Yebodo, est-ce que si c'était un charnier, qui les aurait donc enterrés? Si c'était des terroristes, on suppose que les terroristes sont tués par les forces loyales. Donc si les forces loyales tuent, donc le gouvernement dans son communiqué l'aurait dit simplement, ah oui, ce sont des terroristes qui ont été tués à telle époque, qu'on a donc enseveli. Pourquoi le gouvernement n'a pas dit ça? Non, moi je dis simplement, je n'ai pas de raison de croire une partie et de ne pas croire une partie. D'accord. Moi j'exerce simplement mon libre arbitre. Merci André Jean Yebodo. On va continuer ce débat avec maintenant un débat plutôt politique, cette question de double candidature au CDP. On était donc parti pour une candidature unique au CDP. À l'issue donc des primaires, c'était Edi Komboigo, l'actuel président, qui était donc désigné candidat à la présidentielle. Et puis après, on a vu la série des lettres du fondateur. Première lettre donc autorisant ou tout simplement adoubant donc la candidature. Et puis seconde lettre qui remet en cause avec le portrait le portrait robot donc de présidentiable conforme au CDP ou à la vision du fondateur. Et puis après, une autre lettre qui vient confirmer après la confusion. Et puis hier, c'est plutôt Mamadou Kwanda qui sort donc et qui dit qu'il sera lui aussi candidat au titre du CDP. Donc confusion énorme au CDP aujourd'hui. Ali Compaoré. Une confusion un peu faible par rapport à ce qui se passe là-bas aujourd'hui. C'est quand même un désordre terrible, indescriptible. Un charivari. Voilà, que pour ce parti-là, quand même, qui a dirigé le pays pendant un certain temps, un parti qui a quand même encore des militants alors qu'il a reçu un coup assez dur il y a quelques années et qui n'arrive pas à sortir un candidat pour aller aux élections présidentielles prévues se tenir le 22 novembre. Donc, quand on fait ce constat, c'est un peu peinant. Mais est-ce que le CDP n'a pas sorti un candidat? Non, le CDP a même de sortir. Il y a eu des primaires. Non, quand je dis qu'ils ne sont pas à même de sortir un candidat, il y a Edi Komboigo qui a été élu comme candidat du CDP. On voit Mahamadi Kwanda qui dit lui aussi vient comme candidat du CDP. Voilà, donc ça crée quand même une certaine forme de malaise au sein du parti, ce qui prouve que, bon, au niveau, ce parti a mal à sa direction et que c'est assez difficile c'est pas très joli pour un parti qui a dirigé le pays pendant longtemps, le parti quand même du président Blaise Compaoré, et que ce parti-là donne une image assez lamentable de lui-même. Ceci étant, pour ma propre analyse, je pense qu'il a manqué à l'intérieur de ce parti véritablement une instance où les gens vont s'asseoir tranquillement pour discuter réellement de qui va être. Je pense que chacun s'est prévalu à interpréter les lettres du président Compaoré à sa manière et a pris position, ceci, cela. Il y a un conseil de sages de ce parti. Je me demande si ce conseil de sages-là joue réellement son rôle ou bien a beaucoup plus parti pour X ou pour Y. Donc, ce qui fait que ce parti-là risque d'aller aux élections. Je ne sais pas sur ses deux jambes entièrement. Alors, il y a également une procédure judiciaire. Donc, je voulais terminer pour dire qu'il y a une procédure judiciaire. Il y a même une procédure judiciaire qui attaque même la désignation, la candidature d'Edi Komboigo. Dans cette procédure judiciaire se retrouve encore Mahamadi Kwanda qui est contre. Donc tout ça là, ça ne fait pas beau pour ce parti. Il va aller aux élections dans une situation pas tout à fait... Voukouma Joachim, est-ce que les lettres du président Compaoré, président fondateur du CDP, n'ont pas donné un peu plus d'ailes ou des ailes, j'allais même dire, à Mamadou Kwanda et aux autres? Parce qu'on se rappelle très bien que quand il y a eu les premiers problèmes, il avait demandé à chacun de rentrer dans les rangs, et ceux qui avaient déposé des poursuites, fait des poursuites, de les arrêter et tout. Alors c'est le même Mamadou Kwanda aujourd'hui qui avait fait les anciennes poursuites, qui reviennent avec des poursuites, qui se programment. Est-ce que les lettres du président, quelque part, n'ont pas contribué à ça? Lesquelles lettres? Les trois lettres. Là? Oui, les différentes lettres. Bon, les lettres qui se... Non, mais la dernière fois, les fameuses lettres dont on parle la dernière fois, moi j'ai appelé Bernard Nabaré, parce que j'ai vu une lettre où on dessinait le profil du candidat idéal. Donc je l'ai appelé, il dit non, moi lui n'a pas reçu cette lettre-là. Et il m'a lu la lettre que lui a reçue.
C'est l'unique lettre ce qu'il m'a dit, c'est l'unique lettre que le président Blaise Compaoré lui a envoyée. Et c'est cette lettre-là dans laquelle le président Compaoré marque son accord pour la valide la candidature d'Edy Kambero et demande au parti d'engager le processus d'investiture du camarade. Voilà. C'est cette lettre-là que, en tout cas, il m'a dit c'est la seule lettre qu'il a reçue. Maintenant, l'autre lettre, je ne sais pas. Moi, quand je l'ai lue, ça me paraissait un peu farfelu. Il y a une troisième lettre qui confirme la seconde, les deux premières lettres. Bon, je n'ai pas vu ça. Mais bon, pour l'instant, moi, j'ai posé la question. C'est la seule lettre qu'on confirme avoir reçue du président Blaise Compaoré. Mais par rapport à Mamadi Kouanda, je pense que c'est quelqu'un qui amuse la galerie. Il amuse la galerie. Voilà quelqu'un qui n'a même pas été capable d'avoir un dossier complet lorsqu'il a déposé sa candidature aux primaires. Son dossier n'était même pas complet. Quand il est arrivé là-bas, on lui a demandé, mais est-ce que vous avez le casier judiciaire? Il n'y avait pas dans son dossier. Il n'a pas été capable de remplir un dossier correct pour déposer, pour être candidat à la candidature. C'est comme ça qu'il a été écarté. C'est aussi simple que ça. Les textes sont, enfin, moi j'ai vu les trucs, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il peut contester la candidature du candidat qui a été légalement et légitimement désigné. Il va aller en justice, peut-être la justice va décider. Mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui fait du bruit, de l'agitation, pour peut-être que le président Edy Kambero et ses camarades le prennent dans son équipe de campagne, parce que à cette allure-là, je ne suis pas sûr qu'il aura un petit poste dans la campagne. Est-ce qu'il a un agenda caché? Je n'en sais rien. Toujours est-il que, pour moi, c'est un élément indiscipliné. J'avais dit ça il y a très longtemps ici, que si j'étais à la place de Edy Kambero, il y a longtemps que ces gens-là, je les avais exclus du parti, parce qu'ils sont d'une indiscipline, il est d'une indiscipline notoire. Ça, c'est évident. Le processus a été engagé, a suivi il y a eu comment on appelle ça, la directive qui est sortie, ça a été affiché pendant 2 semaines, les gens ont fait des observations, puis les candidatures ont été déposées, et ça a été examiné. J'ai lu sa déclaration, il dit que... Toujours est-il que c'est une contestation qui est faite dans la forme et de façon légale, parce que la justice est saisie, mais là également, il s'annonce, en tout cas, il dit qu'il est candidat. Est-ce que ça ne joue pas plutôt sur, par exemple, la stabilité du parti et ce qu'il fallait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il représente actuellement au sein du CDP, mais sa procédure, pour moi, la justice va décider. À mon avis, ça va être rapide et régler ça pendant... Moi, si j'étais dans la direction du CDP, j'allais peut-être agir aussi rapidement, saisir une sorte de référé pour qu'on tranche ça rapidement et que voilà, là, on soit situé pour que ne continuez pas de polluer peut-être une dynamique qui se met en place. Évariste, demandez la parole. Non, en fait, moi quand j'ai entendu hier que M. Kouanda Mahamadi était candidat, je me suis dit, mais attends, il s'est peut-être référé aux critères de profil qui sont définis pour annoncer sa candidature ou quoi? Bon, parce que ça m'a fait un peu sourire. Bon, Mamadi Kouanda, selon la vidéo, c'est qu'il a dit à la conférence de presse, sur les critères qui ont été édictés, et lui il remplit 70%. Il remplit les 70%. Okay. Eh bien, je sais pas sur quoi il se base pour évaluer donc, ce pourcentage. Mais en fait, pour faire sérieux, c'est quelqu'un qui a une grande capacité de nuisance. Ça, c'est sûr. Il peut détruire, mais construire, c'est très difficile. Ça, c'est clair. On lui connaît un peu, ce rôle-là. C'est un peu le bagarreur, le baroudeur. Voilà. Mais bon, sauf que là, maintenant, il faut qu'on revienne aux choses sérieuses quand même. Notre pays a traversé des moments très difficiles. Nous sommes en train de chercher les mécanismes et puis pour peut-être sortir de cette, excusez-moi le terme, de cette merde dans laquelle on est. Bon, donc c'est vraiment pas le moment de se prêter à ce genre de jeu. C'est vrai, il va nuire, c'est nuisible pour l'image et même bon, les procédures, personne n'aime avoir les procédures, mais bon, ça ternit davantage encore l'image du parti. Et vraiment, le parti gagnerait vraiment à trouver les voies et moyens pour sortir vraiment. Alors, il y a une question aussi qu'on peut se poser. Quand il y a 2 candidatures, bientôt ce sera le dépôt des candidatures, après les investitures. Certainement que Mamadi Kouanda aussi va se faire investir. Il aura le dépôt des candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Il va dire conseiller par de nuisance. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'au niveau du Conseil constitutionnel, il y ait des contentieux qui s'ouvrent? Écoutez, la justice est là, elle accepte tous les dossiers, hein. Quel que soit le dossier que vous lui apportez, la justice prend et elle statue. Mais je voulais dire simplement, d'abord, quelque chose de très clair. Sur la question des lettres du président d'honneur du CDP,
Je crois qu'on a établi d'une manière formelle que la deuxième lettre est un fake news. C'est établi. Qui a établi de façon formelle? Il y a des journalistes qui ont fait des recherches. Les journalistes ne peuvent pas établir un fait quand une troisième lettre Mais c'est simple. revenant de la même personne. Le président fondateur doit un peu sortir. Voilà, donc jusque là, le CDP, Non, je veux le dire, CDP n'a pas, attendez. même la direction du Attendez, CDP attendez. n'a pas reconnu qu'une seule des lettres est un fake news. Donc on retient que toutes les Mais lettres c'est- sont des lettres bonnes. Si nous et travaillons voilà. comme ça, nous allons détruire Non, notre métier. C'est ce qui est officiel. Non. Si nous travaillons comme ça, nous ne pouvons pas prendre les rumeurs et en faire de bonnes nouvelles. Et quand quelqu'un fait du travail pour chercher, parce que notre travail, c'est prendre les informations, aller les vérifier et les publier. Quand des journalistes prennent une information, la vérifient et la publient, il faut qu'on leur porte un crédit. Parce que je ne peux pas porter du crédit à quelqu'un qui donne le métier, c'est de fabriquer. Oui, Si mais vous- André attends, Jean Oudou, dans cette Non, si logique, vous me laissez c'était fake terminer, news. si vous me laissez- Jusqu'à aujourd'hui, la question des lettres est réglée. Le CDP lui-même, le CDP en tant que parti, n'a pas remis en cause une seule des lettres. Non. Aucune. Non. Ils ont fait une déclaration. Non. La troisième lettre est venue quand même, confirmée après cette Non, déclaration. je veux dire, la première... Et après cette Attendez, troisième lettre, il n'y a pas eu de attendez, confirmation. le journaliste qui a eu le mérite de démontrer la première fois au Burkina les fake news, c'est Newton Ahmed Bari sur l'affaire Oui, de mais- Ali Douad. Je termine. Si vous ne me laissez pas terminer, on va pas s'en sortir. Allons-y très rapidement. Ça veut dire que quand les gens... Aujourd'hui, avec la technologie, moi, je peux écrire une lettre au nom du président Blaise Compaoré et puis imiter Oui, ça. mais André Jean Donc, la Oudou, première on va aller lettre- très donc, vite. la On va aller première très lettre vite. aussi. On va parler sur Non, la il y a base des des faits qui sont là. Parce que La nous, première attends, effect non, news ce que je aussi. voulais dire, c'est que quand nous on prend des informations, il y a des indices qui nous montrent. C'est comme un journaliste travaille comme un policier. Quand il a eu quelque chose, il regarde les indices. Et on analyse les indices pour aboutir à quelque chose. La deuxième lettre, c'est faux. Quelqu'un qui sait lire, c'est du faux. Maintenant, je dis pour l'affaire de Et la Mamadi troisième Kouanda, lettre, elle est aussi fausse ou non? la lettre de... Je viens à Mamadi Kouanda. D'accord, allons-y. Est-ce que quelqu'un peut m'interdire aujourd'hui de me présenter comme un candidat du MPP ou bien de l'UPC? Je peux aller me dire que je vais poser ma candidature au nom de l'UPC. Sauf que tu Vous n'avez pas n'es la pas membre, par exemple, Ça- tu n'es pas militant ou cadre Ça veut de dire ce parti, donc aujourd'hui, tu pourrais pas non, le ce qui faire. va, si je pose ma candidature, la justice va recevoir ma candidature, le conseil continue. Il va analyser ce que je vais dire. Je crois qu'ils sont deux pour le moment. Je pense qu'il y a un troisième qui va venir. J'imagine que M. Kadri va se présenter au nom du CDP, parce qu'il n'a rien dit pour le moment. Et d'autres personnes vont le faire. Je veux dire, Monsieur Kadri a un parti. quelqu'un l'a dit. Monsieur Kadri a un parti qui est l'AGIR. Donc, faut Quelqu'un André Jean Oudou, quelqu'un l'a dit. je- Non, je- attendez, je- ce que je- non, je je- voulais je- arriver. je- 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 Non, je voulais très arriver. précis sur Donc, les donc, gens. tu veux nous amuser ce Non, matin, c'est pas sérieux. je voulais arriver à dire ce qui est fait, malheureusement pour le CDP, ils ont à l'intérieur du CDP des gens qui vont les détruire in vitro. Ça, c'est clair. Ça, c'est établi. C'est les gens du CDP qui vont se détruire eux-mêmes en faveur de quelqu'un. Ça, c'est bien. Mais je dis, tout ce que les gens font actuellement, je crois que le point sur lequel M. Mamadi Kouanda s'appuie, parce qu'il a été le fondateur de l'ODP-MT. Peut-être il a dit même qu'on a fondu ça dans sa cour. Il n'accepte pas aujourd'hui qu'il soit mis de côté. C'est toute la bataille qu'il fait. Moi, je voulais juste rapidement. Oui, juste rapidement. C'était par rapport aux lettres. Moi, je ne veux pas discuter sur la question des lettres. On n'est même pas Voilà. on parle pas des lettres aujourd'hui. parce Oui, qu'on non, parle mais on de va la revenir question parce de qu'il Mamadi y a Kouanda des qui gens, sont- il y a les des lettres, sur ce plateau, il y a des gens qui affirment que il y a des lettres qui sont farfelues, qui adressent, dans cette façon de parler, disent que le président Compaoré aurait adressé des lettres farfelues. Il y a une première lettre où le président Compaoré, effectivement, reconnaît que Idi Komboigo a été dit. Et il y a une deuxième lettre où il déclare, voilà, normalement, le profil robot de celui qui aurait pu prendre la tête de la direction, peut être le candidat du CDP, vu l'état du pays. Et quand on lit cette lettre ne s'adresse même pas à Idi Komboigo seul. Cette lettre pourrait s'adresser à plusieurs personnes. Et cette lettre ayant été contestée, il y a une troisième lettre qui vient et il dit, j'apprends que ma deuxième lettre est contestée. Et il réaffirme que sa deuxième lettre n'est pas contestée. Et moi aussi, je suis en mesure de dire que les trois lettres du président Compaoré sont des lettres. président Compaoré nous a gouverné C'est pour ici terminer. pendant 27 Je ans. termine pour C'est dire. pas sa façon de faire. J'ai dit c'est pour terminer pour dire. Le président Compaoré n'a pas donné des lettres farfelues à qui que ce soit. Les gens interprètent. Il n'en a en pas fonction- écrit non plus. Voilà. Non.
il a écrit des lettres, il a envoyé des lettres, voilà. Mais il n'a pas donné des lettres farfelues. C'est des lettres André signées Géliboulou. par son service. On va avancer parce Donc c'est que pour dire, c'est pas la je parole. Allez, où nous termine sommes. pour dire, moi je ne suis pas là pour discuter sur les histoires de lettres. On a parlé de la question de la candidature, des deux candidatures du CDP qui font un peu brouillon, un peu désordre. D'accord. Voilà. Sinon, sur la question des lettres du président Compaoré, On n'est pas on aura l'occasion de question des revenir lettres. là, c'est Seul tout. le président Compaoré Voilà, peut reviendra. sortir. Oui, ça, il pour reviendra dire sur qu'il ces a- lettres. Voilà, qu'il a écrit ne ou nous n'a pas préoccupe, écrit. ne nous Donc, Non, pour c'est le ce que moment, on je s'en voulais tient dire. Voilà. aux documents et aux Oui, signatures. entendons-nous aux documents mais au lieu de les. c'est au lieu de- Évariste Concebo. C'est le silence du président Compaoré dans toute cette confusion qui Voilà. interpelle. Sinon, Donc, les traités des non, farfelus. il lui revient, lui. Merci d'avoir des Attendez, ressources. J'ai posé une question par rapport à la suite de cette tambouille au niveau du CDP, parce que quand même c'est une procédure, la candidature à l'élection, c'est une procédure qu'il faut suivre. Il faut déposer un dossier au niveau du Conseil constitutionnel. On ouvre une période de contentieux pour ceux qui veulent attaquer les candidats. Quand déjà dans un parti, il y a par exemple 2, est-ce qu'il n'y a pas de risque ici Non, c'est-à-dire que si Mamadi qu'on avait été candidat à titre personnel, il n'y a pas de problème. Les candidatures individuelles sont permises. Mais il sait bien que les statuts du CDP, c'est ça. l'article 12 dit que lorsque le parti désigne un candidat, tous les militants ont l'obligation de soutenir le candidat qui a été désigné. Et pour ne pas avoir à soutenir Edu Kombero, Léon Koné a démissionné du CDP. Salia Sanou a démissionné du CDP. Moi, je trouve que ce sont des comportements responsables, ça. Ça clarifie les choses. Lui, il est dans un flou, je sais pas, d'une confusion minable. Et je ne sais pas exactement quel est le, quel est son. On est en quel politique, on est en politique Oui, aussi. non, Est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir là de manœuvres, voilà, des Non, mains je veux dire- invisibles, d'agenda caché, Non, etc. c'est ce que j'ai dit, quel cache cache. Moi, je pense que si le président du Congo peut lui remettre ces 75 millions-là, parce qu'il en a parlé dans sa déclaration, voilà. C'est tout son problème. Il veut ces 75 millions qu'il aurait financés en 2015 et qu'il n'a pas encore récupéré. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Si c'est ça, c'est pas. Si le GDP a les moyens de régler ça, je pense que ça va éviter. Évariste comme Concebo, dit pour Évariste, terminer sur ça, sa la capacité question, de nuisance. est-ce que finalement, Edu Komboyo, quand même candidat à la tête, ce n'est pas aussi un candidat insignifiant? Est-ce que cela ne ferait pas craindre aussi peut-être d'autres chapelles qui manipuleraient quelque part aussi? Évariste Concebo. Non, c'est vrai que on est en politique. Moi, je ne connais pas les autres cas, mais pour ce cas précis, connaissant bien l'homme, moi je vous dis que forcément, il y a un plan B. Et les 75 millions ne sont que, je ne sais pas, ça c'est la partie visible qu'il annonce, il faut bien quelque chose. Mais ce qui est sûr, il a un jeu qu'il joue, ce jeu-là n'est pas constructif. C'est pour, comme je dis, c'est pour nuire, en fait, c'est ça. Merci à vous. On continue. Toujours question électorale avec le sujet qu'on a débattu la semaine passée. Il s'agit du débat sur le report des élections. On a un peu quand même évolué. L'Assemblée nationale a fait un rapport dans lequel rapport il ressortait une recommandation qui appelait à reporter, à découpler les élections. Et s'en est suivi un débat. Et puis, il y a eu des sorties, il y a des personnalités, on va dire des vieux dinosaures qui sont quand même sortis. Étienne Traoré a fait une sortie, Herman Yamero a fait une sortie, Moussibila Sankara a fait une sortie. De l'ensemble, quand on lit, les uns et les autres prônent beaucoup plus de courage aux hommes politiques, leur demandent plutôt de voir l'intérêt du pays, la situation actuelle. Donc, les gens ne s'opposent pas à la question du report, du découplage, mais mieux, on est en train de s'avancer vers une idée qui est qu'il faut plutôt reporter l'ensemble des élections. Évariste Concebo. Non, mais c'est vrai que tout ce beau monde-là, personne n'est pour que on aille aux élections, que ce soit les législatives ou les présidentielles. C'est déjà quand même des décisions qui sont très lucides parce que quand on regarde sérieusement la situation et surtout l'évolution, on ne voit pas bien comment est-ce que, bien sûr, les députés sont sortis déjà pour dire qu'il y a 5 régions, mais c'est dans les mêmes régions aussi, on trouvera les mêmes problèmes pour tenir la présidentielle. Donc, on ne voit pas très bien comment, même si la présidentielle doit se tenir, elle se tiendra normalement. Mais j'ai vu ça, mais en fait, il y a eu quand même la dernière sortie de M. Zakaria, quand même, qui propose, en fait... un collège électoral. Moi, j'ai trouvé ça très bien, sauf que lui, il dit qu'il faut mettre, en fait, un comité de sélection des candidatures. Bon... J'ai trouvé que c'était pas trop... Ça ne tenait pas compte beaucoup des réalités sociologiques et surtout politiques, parce que tout son schéma est bien, mais les acteurs, c'est les politiques. Parce que si on exclut les politiques, ça ne pourra jamais marcher. Alors, mais il y a aussi, on va rappeler,
Salvador Yamégo, qui avait écrit en Tout à son fait. temps, en décembre Avant. 2019, où il Exactement. disait qu'avant qu'il ne soit trop tard, il est revenu avec une autre tribune où il dit qu'il reste un peu de temps. Il ne Ouais, reste mais plus que lui, peu de temps. C'est ça, mais lui, c'était l'idée d'une transition organisée et collectivement assumée. Et il était sorti bien avant, hein, je pense que c'était en début En d'année. 2019, fin Voilà. 2019. Voilà, mais personne, parce Mais qu'il fallait personne donc, l'a écouté. il fallait anticiper. Lui, c'était l'idée d'anticiper et pour que nous n'arrivions pas devant les faits accomplis et maintenant devoir bricoler des règles. Mais on l'a pas écouté, mais malheureusement, l'évolution lui donne raison. André Géniboudou, la question qui sous-tend toutes ces propositions de report ou de découplage des élections est la question de la réconciliation nationale. Pour d'aucuns, quand on lit Etienne Traoré, quand on lit Moussbila Sankara, Moussbila estime qu'il n'y a pas de problème de réconciliation au niveau social au sein de la population, mais que ce sont des problèmes d'individus, de personnes, et qu'il faut solder ces comptes-là avant de passer à des élections. Mais écoutez, sur ce plateau, ça fait presque 2 ans que nous martelons cette affaire. Nous disons, d'abord, on a dit la question des élections, ça va être compliqué pour un pays qui est en pleine désagrégation de mener des élections, même si elles ne sont pas couplées. Nous avons dit ici, la réconciliation nationale, nous avons soutenu qu'on ne se réconcilie pas avec ses amis, on se réconcilie avec ses ennemis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire la réconciliation nationale en faisant un folklore, en se baladant. Je veux que les gens appellent au courage. Vous savez, dans un pays, quand vous avez des hommes qui sont courageux, tous les problèmes sont résolus. Mais avoir le courage de parler avec son ennemi, c'est du vrai courage. Si c'est pour parler avec ses amis, on n'a pas besoin de courage. Aujourd'hui, les hommes politiques, entre eux, ils ne veulent pas se voir et ils parlent entre eux. Quand ils parlent d'eux, des uns des autres, mais vous dites, mais est-ce qu'on est fils d'un même pays? Je dis aujourd'hui, si nous voulons avoir un pays apaisé, où tout le monde peut rester tranquille chez lui, il faut que ceux qui nous dirigent s'asseyent et parlent ensemble. Quand Moussbila dit qu'à la base, il n'y a pas de problème, malheureusement, ceux qui sont en haut, ils se baladent avec leurs pieds sales et ils viennent nous contaminer avec leurs pieds sales. Aujourd'hui, on a besoin de fils de pays qui aiment le pays et qui veulent sauver le pays. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression que les politiques, ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Même s'ils sont là avec leurs femmes, l'essentiel, c'est que leurs femmes l'appellent Monsieur le Président. Le reste, là, même si nous sommes tous morts, ils n'ont rien à foutre avec nous. Je m'excuse du terme. Mais sinon, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'élection quand des politiques eux-mêmes, notamment les députés, sortent et partent faire des investigations et viennent vous montrer. Mais comme ce que les députés ont dit ne va pas dans le sens de ceux qui veulent le pouvoir, de ceux qui veulent être président, c'est pourquoi on est tombé à bras. Mais en même temps, des gens aussi pensent que les élections aussi, c'est une étape pour aller à la réconciliation, la stabilité dont il est question. Et que si on ne fait pas d'élection, on est plutôt dans une situation aussi d'instabilité institutionnelle et tout Lookman, ça. vous avez le premier discours du président du Faso, quand il a été investi. Les premiers fois qu'il a prononcé, c'est que je veux travailler avec mon gouvernement pour la réconciliation nationale. Nous sommes presque à 5 ans. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Je dis, comme quelqu'un l'avait dit, la paix, ce n'est pas un discours, ce sont les mots, ce sont les actes que l'on pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a posé des actes avec les gens, même les politiques ont posé des actes sur lesquels on peut se réconcilier? Dites tout ce que l'on veut du président Blaise. Et la gouvernance de ce pays-là pendant 27 ans, vous ne pouvez pas faire la réconciliation au Burkina sans le président Blaise. Vous ne pouvez pas. Alors, parce qu'il traîne des mondes derrière lui. Est-ce que quelqu'un est allé le voir pour lui dire, Monsieur le Président, vous avez dirigé le pays, vous avez eu vos succès, vous avez eu vos faiblesses. Qu'est-ce qu'on fait pour la réconciliation? Est-ce que quelqu'un est allé lui poser la question? On ne peut pas se réconcilier au Burkina, n'en déplaise aux gens, sans le président Blaise. D'accord. Vous comment sur cette question? Pour la question des élections, c'est devenu un sujet national et sur de grandes préoccupations. Les raisons sont vraiment partagées. Il y en a qui estiment que si on ne fait pas des élections, on concède donc notre souveraineté aux terroristes qui nous auront imposé donc leur loi. Alors, pour certains aussi, si on fait les élections, on peut se retrouver donc dans le creux de la vague parce que d'abord, on n'aura pas un environnement sécurisé, mais en plus, on aura des élections escamotées. Moi, je suis un peu atterré par le spectacle que la classe politique nous a offert la semaine dernière. C'est inimaginable. Vous voyez, à l'Assemblée nationale, il y a des groupes parlementaires. Et chaque groupe parlementaire a un président. Quand tu dois voter des lois, les groupes parlementaires se réunissent et il y a des consignes de vote.
Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le point Nava, où M. Tapsoba, qui est les deux présidents des groupes parlementaires UPC et MPP, ait décidé de donner des consignes de vote qui soient contraires à la position de leur parti. Je ne peux pas imaginer ça. Alors, Foukouma, quand on dit consigne de vote, c'est comme s'il s'agissait d'une loi. Ici, ce n'est pas une loi, c'est plutôt un document, un rapport qui a été adopté. Ce n'est pas une loi. Parce que pour adopter un rapport, on a besoin de voir son parti pour le faire. Donc, vous pensez sérieusement que les groupes parlementaires, les députés ont voté comme ça sans se référer? Mais ce n'est pas un vote ici. C'est C'était un rapport de terrain qu'ils ont fait. Mais ils avaient le rapport. Vous pouvez imaginer une seule seconde que ces gens-là ont adopté le rapport sans se référer à leur parti? Voukouma Joassin, on va aller plus simplement pour que les téléspectateurs nous comprennent. Il y a un rapport qui a été fait. Des députés sont allés, il y a des missions qui ont été faites sur le terrain. Un rapport est venu. Est-ce que les députés peuvent aller voir leur parti pour demander une consigne pour pouvoir adopter un tel rapport? À mon avis, quand même, vu le contenu du rapport, ça me surprendrait que les députés aient pris sur eux d'adopter ça sans se référer à leur parti politique. Je dis ça parce que quand j'ai vu le président de l'UPC et le président du MPP sortir désavouer leurs députés, le choix de leurs députés, je me suis demandé comment fonctionnent les partis politiques dans notre pays. Donc ça c'est un fait, mais dans le fond maintenant, dans le fond de la question. Voilà, dans le fond, effectivement, je pense que les députés ont peut-être mal vendu leur affaire. Ils ont proposé une seule solution: le report des élections pour tout le monde. Pour les législatives, ils ont plutôt proposé le découplage et la tenue de la présidentielle. Voilà. Mais il y a 52 sur les listes provinciales et 4 sur la liste nationale. 56 députés. Non, il y a 52 régions. Non, 5 régions. Non. 5 régions. Pas des circonscriptions électorales où on pourra pas sont voter menacés, 52. On ne pourra pas voter. Non, il n'y a pas 52. Il y a 56 députés qui ont des difficultés pour pouvoir donc se faire élire. Voilà. Mais ça équivaut peut-être à une quinzaine de provinces. Mais dans ce cas, là où on peut faire des élections, pourquoi on ne les fait pas? On peut faire les élections là où on peut faire les élections. Et puis, s'ils sont sincères dans la recherche d'une solution, on décrète un lenga pour là où on ne peut pas faire les élections. Puis après, je finis. Après, laisse-moi finir. Après, on fait des élections partielles. Mais la loi électorale au Burkina ne prévoit pas d'élections partielles. Ne prévoit pas d'élections partielles. Non, mais forcément, il y a une disposition. Dans tous les pays démocratiques, il y a toujours une disposition pour que là où les élections n'ont pas pu avoir lieu, ou là où il y a des contestations, s'il y a des résultats et que le Conseil constitutionnel annule ces résultats-là, on organise une élection partielle pour... c'est un autre cas de figure. Non. D'accord. Pour une raison ou une autre, s'il y a une élection qui n'a pas pu avoir lieu, on peut organiser une élection partielle pour voir le siège. Mais Voukouma, pendant qu'on parle de la même loi électorale qui dit, il est précisé aussi que quand il y a des difficultés pour le faire, on proroge, et ça c'est légal, on proroge d'une année le mandat des députés. Non, ce que je veux dire, c'est que si l'intention vraiment des députés, c'est de prendre en compte le fait que dans certaines circonscriptions, il ne peut pas avoir des élections, ce aurait été plus compréhensible, à mon avis, de dire, OK, dans ce cas-là, on n'a qu'à prolonger le mandat de ces députés-là qui ne pourront pas faire campagne. Et puis là où on peut faire des élections, on fait des élections. Donc on se retrouverait donc avec une assemblée à double vitesse. Non, pas à double vitesse, ce sont des députés. Non. Ce sont des députés sur le plan. C'est là que l'analyse de Tiemtouré Zakaria arrive à point nommé. Vous savez, vous ne pouvez pas suivre un chemin qui vous a amené à un problème et vouloir suivre le même chemin pour avoir la même solution. Ce n'est pas possible. Comme Einstein l'a dit, c'est vraiment celui qui est fou que celui qui suit le même chemin en pensant qu'il va avoir un résultat qui est différent. Aujourd'hui, nous sommes avec quelque chose qui nous pose problème, c'est notamment notre constitution, notre loi électorale, etc. Et c'est ça le nœud gordien de notre problème. Si vous pensez trouver une solution à l'intérieur de cela, c'est impossible. Ce qu'il faut faire, comme l'avait dit Samir Amin, par rapport au développement, vous ne pouvez pas suivre le chemin où les gens sont déjà devant vous et vous suivez le même chemin en pensant que vous allez le dépasser. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une bifurcation et aller les retrouver devant. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire
notre constitution, notre code électoral nous pose problème. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de réfléchir? Et c'est là que Zakaria réfléchit autrement. Alors, en Centrafrique, on a eu la même situation d'insécurité et d'impossibilité. Par exemple, la constitution a été modifiée en Centrafrique pour maintenir le pouvoir en place et puis entreprendre des Au réformes. Mali récemment, il y a eu des élections partielles après. C'est-à-dire, si un député meurt, on organise des élections pour pouvoir le poste. C'est différent. Écoutez, C'est tout. Non, mais ce que je vais dire, c'est que là où il n'y a pas eu des élections, Quand on peut le faire. C'est pas toi. André, Un pour député dire meurt, c'est simplement pas un que- problème de sécurité. Pour dire simplement que quand un député meurt ici, dans notre cas précis, parce que nous avons un scrutin de liste, il y a des remplaçants. Il y a des remplaçants. Non, voilà, il y a un suppléant il y a des qui suppléants qui suppléant. viennent, donc c'est pas la Non, c'est solution. pour dire que ce débat du vide juridique qui serait causé par la non-tenue, bon, c'est pas trop. Moi, je trouve que c'est des arguments ça se justifie, mais Montesquieu lui-même dit que face à la famine, c'est la loi qui est la loi suprême. Si la loi s'exerce sur un territoire, si le territoire n'existe pas, la Comment constitution faire? n'existe pas. Donc, il y a des moments où il faut quand même être lucide, quoi, et puis aller à l'essentiel. Ali, pour terminer Merci ce beaucoup. sujet. Je pense que ce débat que nous sommes, qui est mené ici actuellement, nous l'avons mené depuis longtemps sur la question de nos territoires. C'est la question, parce qu'on discute parce qu'on ne contrôle pas l'entièreté de nos territoires. Et ça, on l'a dit ici. Bon, ceux qui étaient gentils avec nous ont banalisé, ceux qui étaient méchants avec nous sont rentrés dans le déni directement. Et Vous avez aujourd'hui, traité d'apatride. d'apatride, on nous a même traité d'apatride, de tous les noms d'oiseaux et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes là. Ça veut dire qu'il y a 5 régions sur, je ne sais pas, 13 que nous ne contrôlons pas. Il y a 22 provinces sur 45 que nous ne contrôlons pas. Il y a un tiers de la population qui est en déplacement. Un vide juridique. Il y a l'insécurité partout. Ouagadougou est une ville encerclée, tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, tout ce qu'on a nié avant nous rattrape aujourd'hui. C'est qu'il faudra faire. Et ça aussi, je l'appuie bien. Il faut que les hommes politiques de notre pays fassent preuve pour une fois, fassent preuve de beaucoup d'ingéniosité et puis beaucoup de sagesse. Qu'ils puissent déposer le problème sur la table et disent au peuple burkinabé, voilà la situation du Burkina telle qu'il est et voilà les propositions que nous proposons. S'il doit y avoir une transition encore, ce sera de combien de temps? Qui va diriger la transition? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que le MPP tient absolument à avoir des élections pour ne pas... Bon, et si tu veux, tu peux ajouter tous les partis politiques que tu veux à l'intérieur. L'UPC l'a dit clairement. Oui, non, mais tu peux ajouter, j'ai dit tu peux ajouter tous les partis politiques que tu veux à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent seulement faire des élections pour avoir une certaine légalité, mais ils n'auront pas la légitimité. Parce qu'ils ne pourront pas faire l'élection sur l'ensemble du territoire. Donc on aura eu une élection comme en 2015, où on a fait une élection avec... Merci, Ali. Donc aujourd'hui, nous sommes face au mur, et je crains fort que le 22 novembre, on ne soit pas au rendez-vous, et nous rentrons dans un problème difficile encore. Merci, Ali. On termine sur ce sujet. On espère que les politiques auront donc le courage et la raison pour trouver des issues. On termine au plan national avec la médiation entre rois à Fada. Le Haut Conseil, la chefferie coutumière, donc, qui regroupe les rois, les 7 rois du Burkina Faso, le Moro Naba de Ouagadougou, le Dima de Bousma, le roi du Yatenga, le roi de Bobo Mandarin et l'émir du Tapo, ensemble constituent donc ce Haut Conseil-là. Ils ont donc reçu la délégation des 2 chefs querellés donc de Fada pour essayer de les appeler à la raison. Mais finalement, Bokouma, qui avait travaillé beaucoup sur cette question, séjourné même à Fada pour travailler sur la question, la négociation aurait donc, on ne va pas dire échoué, mais accouché d'une souris. Non, de toute façon, il faut savoir que le Conseil supérieur de la chefferie traditionnelle et coutumière ne va pas décider qui est le chef reconnu ou pas. Ça, elle ne le fera pas. Les membres du Conseil ne le feront pas. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, ceux qui venaient ne s'attendaient pas à ce qu'on vienne dire, bon, finalement, c'est Untaba ou c'est Ampali qui est le chef. Toi, tu disparais. Jamais. Maintenant, c'est dans leur rôle, effectivement, de tenter la médiation. Parce que dans leur conseil, il y a le poste, justement, qui doit être occupé par le chef de Fada, qui est vacant. À Fada également, dans l'administration,
Vous savez que l'administration travaille aussi avec les autorités coutumières sur un certain nombre de sujets, notamment dans la région là-bas avec l'insécurité qui est assez forte. Donc, ils ont besoin de travailler avec les autorités coutumières. Qui appeler? On ne sait pas. Avec qui travailler? On ne sait pas. Donc, c'est tout un problème. Donc, il faut régler ça. Donc, cette médiation-là, c'est dans cet objectif-là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, dans un premier temps, les membres ont reçu la délégation du roi Ampali, le jeune roi de 44 ans. Dans un premier temps. Puis, dans un deuxième temps, ils ont reçu leurs représentants. Les deux chefs ne sont pas venus en réalité. C'est leurs représentants qui sont venus. Et, bon, selon les informations que j'ai eues, le roi Ampali, le roi de 61 ans, Untaba, de 61 ans, lui avait été représenté par 2 personnes. Et à l'arrivée sur le Moro Naba, on leur a dit, nous voulons les ministres qui étaient sous le Kupiendili. Celui qui est décédé et qui a été remplacé par les deux. Parce que les ministres qui ont été nommés par les deux là, pour l'instant, ce sont des ministres qui ne sont pas légitimes, si je peux me permettre ici, parce que les deux rois sont contestés. Ils sont clivés, simplement. Sont contestés. Ils ont leur légitimité à part, donc ils sont clivés. Et le Conseil ne peut pas discuter avec des ministres qui sont contestés. Donc ils ont demandé que ce soit les ministres qui étaient sous Kupiendili, voilà, qui viennent. Bon, lui, c'est le Tiedano qui est venu au nom de Untaba, le roi de 61 ans. Or, il se trouve que lui, il avait été, banni, sous Yuabli, le père du jeune roi, là, et sous le Kupiendili. Bon, quand j'étais là-bas, j'ai demandé, mais pourquoi il a été banni? Il me dit, il a commis une faute, tout ça. Mais c'est quoi la faute? Bon, on ne m'a jamais dit exactement ce qu'il a fait. Donc, celui-là, il était en disgrâce. Et si vous vous rappelez bien, c'est lui qui a intronisé Untaba. On ne va pas aller s'étendre sur ça. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du Conseil supérieur? Oui. Dans tous les cas, le Conseil supérieur a reçu au moins des interlocuteurs. Les interlocuteurs, bon, ils ont discuté. Moi, je n'étais pas là-bas, donc je n'ai pas les contenus de ce qu'ils ont dit. Toujours est-il que chacun est ressorti avec le sentiment d'avoir été bien écouté. Le jeune roi, plus les partisans du jeune roi, plus que ceux de Untaba. Mais ce qui va se passer, bon, c'est qu'actuellement la situation est un peu quand même tendue à Fada. On craint que les jeunes, qu'il y ait des affrontements entre les jeunes. Mais je finis sur ce point. Ce qui est évident, c'est que le Conseil moi, ça m'étonnerait que le Conseil adoube Untaba. Parce que ce serait un précédent. Le Conseil fait une médiation. Ce serait un précédent, voilà. Le Conseil fait une médiation dans le sens de leur dire de trouver une issue à eux, mais pas que le Conseil impose. Mais ce que je vais ajouter, c'est que le cas de Untaba, c'était un précédent s'ils acceptent ça. D'accord. Pour eux-mêmes, ça devenu. Alors, ce serait quand même compliqué pour eux. Au départ, il a bien introduit en disant qu'en définissant donc le rôle en fait du Conseil supérieur, c'est pas un tribunal qui partage. Voilà. Et tous les rois, chacun est roi en fonction de ses critères, ses us et coutumes. Donc, en fait, je ne dirais même pas que c'est une médiation. En fait, ce que nous avons compris, c'est parce qu'il y a beaucoup de sollicitations des deux. Donc, c'était pour clarifier que le Conseil s'est réuni et pour donner leur position commune. La position est qu'ils doivent aller s'entendre avant de revenir avec le seul et unique roi de Fada, parce qu'il ne peut pas avoir 2 rois à Fada. C'est ce qui a été dit. Mais là, la question aussi, elle est très difficile, parce que qui donc va laisser l'autre devenir roi à Fada? Est-ce que le Haut Conseil, finalement, est-ce que le Haut Conseil n'a pas fait, on va dire... Un peu du conspiratisme? Oui, parce que là... Non, je pense que le Haut Conseil des rois a fait son travail, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre la question de la chefferie à Fada. On avait rappelé tous ici que la chefferie à Fada, c'est une chefferie importante dans notre pays. Fada étant quand même un grand centre. Et le chef de Fada, un grand chef. Donc quand là-bas ça ne va pas, on a peur que les secousses, les débordements sur l'ensemble du territoire, sachant aussi que la région de l'Est est une région en proie à l'insécurité. Si dans l'insécurité, il doit y avoir de l'insécurité encore dedans, c'est assez difficile. Je crois que c'est pour cette raison que les chefs coutumiers ont tenté la médiation. Mais
ce n'est qu'une médiation. Il ne peut pas désigner quelqu'un à la place de l'autre. Ça va encore peut-être mettre de l'huile sur le feu. Je pense que ceux qui ont les initiateurs de cette rencontre ont voulu parler aux sentiments des uns et des autres pour qu'enfin ils trouvent une situation. Mais vous connaissez les histoires de chefferie. Je me permets de citer Salif Diallo qui me disait, écoute Ali, quand deux personnes cherchent le pouvoir, c'est très difficile de leur... C'est un combat des gladiateurs. C'est un combat des gladiateurs. Laurent Gbagbo le dit, voilà. forcément. En Côte d'Ivoire, Gbagbo dit que bon, c'est un fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc. Donc je crains fort qu'à Fada, pendant longtemps, les gens... André Génigoudou, est-ce que voilà. le Conseil supérieur a tenté quelque chose dans son intérêt, qui est de pouvoir avoir une cohésion dans le Haut Conseil de la structure qui fonctionne avec tous les rois. Là, on a 2 rois, donc le poste sera simplement vacant et de façon fonctionnelle, le Haut Conseil va continuer. Mais est-ce que pour autant, la solution quelque chose va se régler au niveau du FADA? J'imagine que la question va se régler. D'abord, il faut d'abord dire que c'est le cadre de concertation des chefs traditionnels. Ouais. Ce n'est pas les chefs coutumiers, mais j'imagine que la royauté à Fada, c'est une affaire de coutume. Étant du terroir Mouara, je ne comprends pas jusqu'à présent ce problème n'est pas réglé. Parce que si c'est chez les nuancés, si tu as droit au couteau et que tu le prends et que ce n'est pas ton tour de prendre le couteau, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est pas comme chez les curés où tu peux aller à la confesse et puis le sortir et puis aller te balader. Mais on ne comprend pas bien, il faut expliquer en français facile. Non, je veux dire, non, ça va se régler maintenant. Mais ça va comment à la justice Non. Dites-nous, on veut savoir. D'abord, les chefs traditionnels, les chefs là, ne peuvent pas désigner parce que la désignation d'un roi, d'un chef, obéit à des critères. Et vous ne pouvez pas faire un chef si vous n'êtes pas du collège électoral. Les cadres de concertation, ce n'est pas eux qui nomment les chefs dans les différents... Est-ce que le cadre de concertation, justement, n'était pas allé pour choisir quelqu'un? Ils étaient allés pour leur demander. Parce que dans tous les cas, il y a forcément un qui n'a pas suivi bien la procédure. Donc, est-ce que ce n'est pas à leur conscience? C'est pourquoi j'ai dit, ça va se régler, mais nous sommes trop pressés. Moi, je suis convaincu, en tant que Mouara, que ce problème-là va se régler. Ça ne peut pas durer éternellement s'il y a une affaire de coutume qui se met à l'intérieur. Vous savez, un chef traditionnel, il n'égorge pas les poulets. Vous pouvez être chef, par exemple, tous les chefs faillons qui se baladent à Ouagadougou avec les bonnets rouges là. Ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de coutume à faire. Les vrais chefs qui ont un territoire et qui ont des coutumes à faire, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et moi, je suis sûr que la chefferie de Fada, qui a des coutumes à l'intérieur, va se régler. Va s'auto-réguler. Laissez-le. Attendez. Merci à vous. On a terminé au plan national. On va parler de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire avec... rien compris du Côte d'Ivoire avec la probabilité donc, de la 3e candidature d'Alassane Ouattara qui se fait de plus en plus insistante et pressante. Pour certains, déjà, Alassane Ouattara aurait laissé clairement connaître son penchant de pouvoir se représenter pour sauver les meubles après la mort de Amadou Gon Coulibaly qu'il avait désigné. Évariste Konsebo, est-ce que ce n'est pas l'option de trop, l'option du danger pour Ouattara? Non, pas du tout. Souvenez-vous que le président Ouattara avait à un moment, une époque, dit qu'il était prêt à se retirer si les autres, le Bédié, Gbagbo et lui, moi je pense qu'il était dans une disposition vraiment d'esprit de se retirer et de laisser d'autres personnes. Maintenant, avec ce qui s'est passé, les événements imprévus et tout, quand on regarde à 3 mois d'une élection, et vous avez des grosses pointures déjà annoncées comme le président Bédié, pour pouvoir, on ne peut pas sécréter, il y avait le président Gon, qui est le Premier ministre, qui avait été donc identifié et préparé, parce qu'il était dans les arcanes du pouvoir. Donc, à moins de 3 mois, vous ne pouvez pas trouver une autre grosse pointure pour faire face au président Bédié et les autres qui ne sont pas encore déclarés. Donc, il n'avait pas le choix que de se présenter, d'abord pour consolider son propre camp. Et je pense que c'est une... Oui, mais est-ce que finalement, c'est Ouattara qui ne veut pas choisir, parce que dans son camp, il ne manque pas des gens, il y a des technocrates qui sont mais là. le problème dans son cas, c'est qu'il y a plusieurs... Le problème encore dans son cas, c'est que vous avez plusieurs ambitions. Alors, au risque donc de fragiliser encore donc, son propre clan, alors, dans l'eau, lui c'est le seul candidat qui peut faire le consensus autour de... Comme exactement Bédié, ils ont fait, c'est la même chose. Donc, Ali? Oui, je crois que... la communauté internationale, parce qu'Alassane avait pris quand même des engagements, vraiment, il a été salué par Emmanuel Macron pour
sa posture très élégante, de démocrate et tout aujourd'hui. Sauf que Emmanuel Macron ne contrôle pas la mort. La mort est venue se mettre à l'intérieur de tout le dispositif. Donc ça brouille un peu le dispositif du RHDP avec Alassane Dramane Ouattara. Donc comme Faustin l'a dit, avec la mort brutale de Amadou Gon Coulibaly, ça devient assez difficile. Il faut qu'à l'intérieur du RHDP, même s'il y a des personnalités, ce sont toutes des personnalités assez clivantes. Si vous voyez le départ de Guillaume Soro, c'est un peu lié à cela. C'est tous des têtes fortes. Et des têtes fortes, vous savez, c'est des têtes, quand les têtes sont suffisamment fortes, ce sont des têtes clivantes. Donc je pense que la personne capable de rallier tout ce monde-là ici, c'est Alassane Dramane Ouattara, et le RHDP ne veut pas perdre le pouvoir face au sphinx de Daoukro, qui lui aussi là-bas, au niveau du PDC, il y a des grandes personnalités, mais c'est lui qui peut fédérer. Maintenant, il reste toujours la question de Guillaume Soro. J'espère bien qu'à quelques mois, on pourra trouver une solution pour que lui aussi rentre dans le jeu. Ça pourrait peut-être... Alors, pourquoi Alassane ne tenterait pas plutôt quelque chose peut-être d'impossible, comme il n'en a pas d'ailleurs en politique, de par exemple de faire venir Soro, mais c'est ce que je voulais terminer ça. Organiser une sorte de transition à lui-même. Je voulais terminer sur cela pour dire qu'en fait, la question de Soro, c'est parce que c'est la question de la succession. Donc, la question de la succession. Aujourd'hui que Gon n'est pas là, je pense qu'en politique, la politique est le lieu qui crée les problèmes, mais c'est aussi la politique, c'est le lieu aussi où on résout les problèmes. Je pense que là-bas aussi en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara pourrait, à mon avis, pourrait peut-être engager des discussions avec ça. Parce que quand j'écoute, je vois les accusations portées contre Soro, c'est pas des trucs assez solides, c'est des trucs juste pour le maintenir hors de la Côte d'Ivoire, maintenir hors des compétitions. Mais maintenant, les circonstances sont telles que le président Alassane Dramane Ouattara peut faire preuve encore de magnanimité, de force, et de ramener Guillaume Soro dans le jeu. Ça pourrait, à mon avis, calmer le jeu. Parce qu'il faut ajouter, pour le RHDP, c'est la démission aussi de Kablan Duncan ne vient pas faciliter aussi. Tout à fait. Kablan Duncan est parti. Voilà. Soro est parti. Amontano est parti. C'est aussi des grands points. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Ben, écoutez, vous parlez comme si les politiques là étaient des hommes normaux. Les politiques sont des hommes spéciaux. C'est pas des gars spéciaux. C'est sérieux. Non, mais les hommes spéciaux sont normaux, non? Non, ce que je veux dire, toi tu as introduit ton message en disant la mort est venue le maître. Parce que les politiciens ne pensent pas qu'ils peuvent mourir. Monsieur Ouattara peut rentrer la nuit et ne pas sortir demain. C'est une probabilité qui existe pour tous les hommes. Il n'y a pas de personne indispensable. Tous les humains. Oui, donc tous les indispensables là, il faut qu'à un moment donné, les politiques acceptent que le pays a existé avant eux et que le pays va exister après eux. Or, quand ils sont au pouvoir, cette sagesse-là ne les habite pas. Mais est-ce que Ouattara, par exemple, aujourd'hui, il a un camp politique, il a conduit, il est à 3 mois des élections. Est-ce qu'il peut trouver quelqu'un d'autre, remettre dans le sérieux? Parce que Gon, c'est quand même une année qu'ils ont pris pour le préparer. Est-ce que dans ce laps de temps-là, il est possible de le faire sans tout perdre à la fois? C'est pas un calcul simplement politique. Mais ils n'ont pas préparé Gon avec la mort. Je veux dire, il faut que les hommes politiques aient la sagesse de dire, ça c'est la première des sagesses qu'un homme doit demander à Dieu. Quand je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, le monde va continuer. Parce que le monde a été avant moi, le monde va être après moi. Si M. Ouattara n'est pas là aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne va pas s'arrêter. Il faut que M. Ouattara dise, comme le pays ne m'appartient pas en propre, comme ce n'est pas mon propre patrimoine, je n'ai pas à mettre toute ma vie en danger pour un pays qui ne m'appartient pas en propre. Si je meurs et que le pays continue, tant mieux. Donc, qu'est-ce que Ouattara devrait donc faire en ce moment? Ce que moi je pense, c'est que M. Ouattara a donné sa parole pour dire, moi je ne me représente pas pour la troisième candidature. Ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire, c'est 100 mois. Si je peux continuer à arranger, j'arrangerai. Mais si je ne peux pas, je m'en vais. Parce que M. Ouattara ne sera pas là dans 120 ans. Moi, j'aime M. Ouattara. C'est pas sûr que s'il est dans la place de Ouattara. Non, c'est pourquoi j'ai dit que les hommes politiques sont des hommes spéciaux. Ce ne sont pas des hommes normaux. Merci. Pour le moment, je suis normal. Toutes les options restent ouvertes, c'est ce qu'on dit au RHDP. Et l'option qui est primée aujourd'hui, c'est la candidature de Ouattara. Il y a aussi le contexte international. Est-ce que Ouattara, aujourd'hui, peut réellement passer aux yeux de la communauté internationale? Bon, c'est une question d'image qu'il veut se donner dans l'histoire. Il a dit devant l'Assemblée nationale réunie
je crois que c'est à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, ouais. À Yamoussoukro, de façon solennelle, je ne serai plus candidat, et tout le monde a applaudi. Hein, il a dit à plusieurs reprises. Certains même ont pleuré. Voilà, il a dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'il va revenir aujourd'hui dire finalement je suis candidat parce que ça veut dire d'abord c'est un peu méprisant pour ses collaborateurs qui se préparent aussi depuis longtemps et qui ont le gabarit pour Ahmed Bakayoko, pour diriger le pays. Patrick Hachi par exemple. Patrick Hachi, Ahmed Bakayoko, il y en a d'autres. Est-ce que c'est lui seul qui est capable de diriger la Côte d'Ivoire? Est-ce que dans son propre camp, il n'a pas des ressorts, des gens qui peuvent... Ça veut dire que lui-même, il a échoué dans la manière de préparer sa sortie de l'histoire. Si aujourd'hui, il décide de se présenter, c'est son choix. Mais pour moi, d'abord, il aura trahi sa parole. C'est vrai que ce n'est pas la première. Malheureusement, pour les hommes politiques, ce n'est pas un drame. Oui, mais il est intervenu un cas de force majeure qui est quand même déterminant dans cette position. Justement, ce qui montre qu'il est un grand homme, c'est de dire, quelle que soit la situation qui est intervenue, je reste sur ma position. Je vais dire une chose. Ce qu'on craint pour la Côte d'Ivoire, il y est pour quelque chose. C'est lui qui a créé les conditions de l'explosion actuelle. En tant que président pendant 5 ans. C'est vrai, on a parlé de son exploit économique, mais au plan politique, c'était un échec. Merci. C'était un échec. Et donc aujourd'hui, revenir encore pour être candidat, pour être président, à mon avis, c'est peut-être prolonger encore la... D'accord, Évariste termine. Très rapidement, on va prendre notre premier téléspectateur. Ce qu'il faut dire à Joassin, c'est que ce n'est pas le président Ouattara lui-même qui souhaite revenir. Ce sont les éléments de son propre camp qui le sollicitent, dont notamment, il y a eu Kobena, lui ça le Mali, il y a eu Kobena qui a commencé. Ensuite, non, quand il y a des mains, par rapport au ténor, par rapport au ténor, des femmes qui menaçaient de se suicider. Par rapport au ténor dont il fait cas, à savoir donc Patrick Hachi et même Ahmed Bakayoko, qui sont très proches du directeur exécutif de la formation politique, eux tous sont unanimes. Après avoir donc fait leur analyse, la personne qui était capable de sauvegarder les intérêts, c'était M. Alassane. Donc ne venez pas dire ici que c'est Alassane. On va s'en tenir au fait. Il a été sollicité. On va s'en tenir au fait. Non, c'est ça qui a fait. On prend notre premier téléspectateur. André Gênes, on continuera dans tous les cas. On va prendre notre premier téléspectateur. Monsieur Oumar Touré. Oumar Touré nous appelle de Bobo Dioulasso sur le report des élections. Monsieur Touré. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Allez-y pour votre intervention. Voilà. C'est par rapport donc au report, comme vous l'avez dit. Alors moi, je ne suis pas d'avis, du même avis que ceux qui disent que les députés ont voulu prendre en otage, ou bien qu'ils ont dit un coup d'État parlementaire, et qu'ils veulent justement se donner un lenga. En fait, pour moi, j'avais déjà, la dernière fois à votre émission, dit que, de mon avis, il vaut mieux sursoir aux élections, que ce soit présidentielle ou législative. Je crois que le travail des députés n'a fait que confirmer cela. C'est un rapport qu'ils ont fait et non pas une loi. Un rapport qui est fait pour être adressé au président, pour prendre son avis et prendre les avis de qui de droit. Et ça, il ne peut s'agir que des états-majors des partis politiques. C'est ce qui a été fait. Moi, je pense que c'est un travail objectif. Maintenant, là où les députés ont péché, c'est de vouloir découpler, de dire que les élections présidentielles sont possibles le 22 novembre et que les élections législatives ne sont pas posées, ne sont pas possibles. C'est là la petite incohérence à leur niveau. Ils auraient pu tout simplement dire, il y a, par exemple, 5 provinces qui sont inaccessibles 100%. Je dirais même que dans une province, sur 30 communes, il n'y a que 2 qui sont accessibles. Et le total a donné 52 députés exclus. Les gens ne voient que, justement, le mandat des députés. Ils ne voient pas l'impossibilité pour les ressortissants de 5 régions et donc beaucoup de communes qui ne peuvent pas prendre part au suffrage universel. Ce qui est une grave entorse à la Constitution. Monsieur Touré, on ne tire pas dessus. Monsieur Touré. On ne tire pas à ça. On préfère tabler sur les intérêts égoïstes
de ceux qui doivent se faire élire au présidentiel. Monsieur Donc, Touré. ce n'est pas les députés qui tentent de s'accrocher, c'est ceux qui sont présidentiables qui veulent s'accrocher. Monsieur Touré, Oui. vous avez parlé d'incohérence des députés qui auraient pu demander plutôt le report de toutes les élections au lieu du découplage. Les députés ont dit dans leur document qu'ils s'appuyaient sur l'article 81 de la Constitution qui permet légalement, en cas de force majeure, de découpler, de reporter d'une année des élections législatives. Oui. Pour la présidentielle, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Je crois que c'est la logique des députés ainsi. Oui, je comprends. En fait, là où se trouve le problème, c'est l'inaccessibilité. D'accord. Justement, des différentes zones concernées. Techniquement, le président de la CENI peut y aller. Parce qu'il a parlé de technique, ils sont techniquement prêts. C'est ça, ils ont utilisé des moyens techniques, hélicoptères pour y arriver. Est-ce que vous pensez que les autres pourront le faire pour aller voter? Ou bien les candidats, les autres candidats au présidentiel, pensez-vous qu'ils auront des hélicoptères pour aller là-bas? Non. Merci, M. Touré. Ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont obligés de se déplacer non plus ne pourront pas exercer leurs devoirs ni leurs droits. Merci. C'est pourquoi Merci. je pense qu'il aurait fallu écouter les députés, analyser. Il y a 19 points. Pourquoi les gens s'accrochent à un petit point d'un rapport? Ce n'est pas encore une loi. Merci. Quand on va retourner pour faire la loi qu'il va... Merci, M. Touré. Merci pour avoir appelé de Bobo Dioulasso. C'est une proposition. Voilà. C'est une proposition qui a été soumise au président, de façon, qui va en décider. Bon, maintenant, est-ce que le président va décider contre l'avis des partis politiques? Ça, c'est la question qu'on a en droit de se poser. Mais mon petit doigt me dit qu'il n'ira pas contre l'avis des partis politiques. Parce qu'il y a un cadre de concertation qu'il avait déjà lancé. Et dans ce cadre de concertation-là, toutes les questions qui n'avaient pas été consensuelles devaient trouver une solution. Donc, si les partis politiques disent non, nous, on est... Est-ce que la question ici, c'est en termes de partis politiques? La question se pose en termes de capacité à organiser des élections, en termes d'insécurité, de sécurité. Est-ce que les partis politiques peuvent prendre sur eux le risque ou la responsabilité de ce qui pourrait arriver? Oui, qui ont envoyé des députés à oui, mais est-ce que le président ne regarderait pas le document, ne regarderait pas la réalité et même interpeller les partis politiques en tant que chef suprême? Je pense que en fait, le cadre de concertation concernant donc, le dialogue politique est quand même un cadre restreint par rapport à un sujet d'envergure nationale. C'est un problème très national. Donc, et c'est ce que M. Ablassé Ouedraogo a donc appelé donc, le président à bien vouloir clôturer donc, le dialogue politique pour ouvrir un dialogue national inclusif. C'est dans le cadre d'un dialogue national inclusif qu'on peut donc débattre de ces problèmes-là. Oui, moi, de toute façon, je l'ai dit au départ par rapport à la question des élections, c'est la question du territoire qui n'est pas sous le contrôle de l'État central. Donc, il faudra que, effectivement, dans le cadre d'une grande discussion, dans un débat inclusif, on essaie de voir qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Le monsieur Touré a dit que les gens y vont en hélicoptère et tout. Bon, je ne sais pas si on pourra porter tous les votants, tous les candidats, tous les électeurs pour on prend le deuxième, c'est le même sujet, hein, donc on peut arriver là. Ousmane Traoré, qui appelle de Bobo Dioulasso. Monsieur Traoré, pour le même sujet sur le report des élections. Allô, monsieur Traoré? Oui, oui, allez-y. Bonjour, bonjour, allez-y pour votre intervention. Voilà, je remercie le plateau et précisément, je remercie M. Eugène pour son courage et pour sa franchise sur la mauvaise volonté manifeste des dirigeants et à aller à la réconciliation nationale. Et Blaise Compaoré demeure indispensable et incontournable sur la gestion de ce pays, n'en déplaise aux Vuvuzela et aux autres patriotes du régime. Le constat est amer. Il nous faut aller nécessairement à la réconciliation nationale. Laquelle réconciliation qui est prise en otage aujourd'hui par un certain nombre de politiciens atteints de sérénité. Ça veut dire que je parle de sérénité parce que c'est les personnes qui sont atteintes d'une maladie, c'est-à-dire de dégradation physique et intellectuelle, et ne fera qu'enfoncer davantage le pays dans le chaos absolu. Je prends un exemple. Si nous prenons le cas de la sécurité, tout le monde est témoin. Où se trouve le pays aujourd'hui?
il y a des personnes aujourd'hui qui sont très importantes, qui peuvent jouer un rôle très important dans la lutte contre l'insécurité aujourd'hui. Je prends un exemple palpable. Denis Auguste Barry, qui est assis, qui n'est pas utilisé, qu'on avait accusé à tort pour un faux coup d'État. Mais c'est un grand officier. Il peut jouer un rôle très important contre l'insécurité. Il y a Dengere qui est là. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour nous de faire des alliances là? C'est-à-dire aller en harmonie, ensemble, combattre les terroristes et sortir le pays dans le chaos. Non, c'est pas ça, c'est pas l'outil privé des dirigeants actuels, mais c'est comme Eugène l'a dit dans tout sur le plateau, même si donc, nous allons tous il va rester on va les appeler présidents, c'est ça qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour servir le pays, ils sont là pour se servir eux-mêmes. Sinon, comment comprendre dans un pays Monsieur Traoré, Monsieur Traoré, vous citez des noms, le colonel Auguste Barry, vous citez le général Dengere, mais qui sont sous le coup de poursuites judiciaires. Comment on peut arriver donc à les étirer dans cette lutte-là, comme vous le dites? Non, oui, Lupin, ils sont sous le coup de poursuites judiciaires, je suis d'accord. Mais dans la mesure où le Burkina est en train de faire quelque chose, on décide les Burkinabés, nous sommes en train de mourir en milliers. Mais pour des cas comme ça, est-ce qu'il n'est pas mieux de faire ces histoires-là? On va aller d'abord combattre les ennemis et puis revenir gérer le dossier ensemble. Oui, c'est pas la peine. Vous comprenez, les gens, on les garde. Ils sont en train de filer avec les Burkinabés. Ça, c'est quelle histoire? D'accord. Il est question des élections. Hein. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, Attends, est-ce qu'on peut faire des élections avec des morts? Il faut les faire pour faire des élections. Attends, on fait des choses. C'est les autres qui vont aller voter. Mais quand on dit, dans les 13 régions, il y a 7 régions qui ne pourront pas être votées, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'insécurité? Les gens doivent aller chez eux. Je fais un exemple. Djibo, c'est le plus grand marché de bétail en Afrique. Mais cette zone-là, elle est morte aujourd'hui économiquement. C'est sous les MPP. Mais quand Simon dit que non, et leur mandat est incontestable, leur bilan est incontestable, oui, il a raison. Parce que c'est vrai dans la mesure où tout le Burkina est sur le filière. D'accord. Merci. Oui, Monsieur Traoré, mais au Mali, quand même, certains disent qu'au Mali, il y a eu des élections, malgré que le pays soit cédé et tout. Écoutez, nous pensons sur lui. Il y a des gens, moi je connais les gars du NPP. Aujourd'hui, ils ont inondé les réseaux sociaux avec des jeunes qui ne travaillent pas, on les donne des mégas. C'est comme si le NPP c'était. Mais moi je vous assure, si on continue dans ça là, c'est mal pour nous tous, c'est pas bon pour nous tous. Parce que le pays est en train de s'enfoncer davantage. Merci. Mais eux ne cherchent que le pouvoir. Voilà. Merci, M. Traoré. Merci d'avoir appelé votre coup de gueule. André, j'ai non, ce que M. Traoré dit, mais je pense qu'on ne peut pas prendre l'exemple sur le Mali. Parce qu'on est en train de vouloir chasser Ibeka. Est-ce que c'est le même scénario que nous voulons au Burkina? Si nous persistons, ce que le Mali a fait comme erreur, ils sont arrivés à un moment donné. C'est le Mali qui nous triche là. Non, attends, ce que je veux dire, non, ça veut dire qu'on ne peut pas copier le mauvais exemple et dire voilà ce qu'un pays a fait, si c'est le mauvais exemple qui leur conduit dans une impasse. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un pays apaisé où tous les fils, comme le roi Béhanzin a dit, viennent mettre les doigts pour boucher les trous du canal. Moi, je vais vous poser une question par rapport à tout ça. J'ai l'impression que tout le monde dit oui, il faut reporter ces élections, il faut faire, Ali parlait même des transitions, etc. En RCA, en République centrafricaine, ils ont modifié la Constitution pour reporter les élections et le gouvernement et le chef de l'État sont restés en place. Est-ce que, dans notre contexte précis, c'est comme ça que vous voyez les choses? Si on reporte les élections ou on met le président Kaboré? Non, attendez. Quelqu'un a écrit aujourd'hui, et ça n'a pas, peut-être que vous l'avez lu, quelqu'un a appelé aux assises nationales. Je pense que ce que les politiciens doivent faire, il faut d'abord qu'ils acceptent que le pays ne leur appartient pas en propre, ce n'est pas leur propre patrimoine. Le pays appartient à tout le monde. Et il faut que tout le monde vienne parler du problème du pays. Le problème n'appartient pas à l'UPC, le pays n'appartient pas au MPP, n'appartient pas au CDP. Même ceux qui ne font pas la politique, le pays leur appartient. Ce qu'il faut dire, il ne faut pas que les politiciens, pour leurs propres besoins, parce qu'eux, ils veulent être président du André Génigoudou, ça c'est vrai, Non, c'est vrai, c'est la rhétorique ça. Non, c'est pas la rhétorique. Vous dites aujourd'hui, on reporte les élections, le président Kaboré dit, d'accord, on reporte les élections. Vous mettez le président Kaboré. Lukman Sadogo, vous savez, c'est la politique dans laquelle, c'est la politique, il s'agit de la politique. Il s'agit de faire des élections. Il y a des hommes politiques, il y a des partis politiques. Et dans un passé récent, on a eu des problèmes dans notre pays et ça a amené un certain nombre de personnes et de personnalités dehors.
de ce pays. C'est ce que M. Touré est en train de dire. D'accord. Il faut travailler, et Eugène l'a si bien dit, il faut travailler pour qu'ensemble, tous ces gens se retrouvent, pour qu'on voit qu'est-ce qu'on fait. D'accord. Personne vous ne n'est... répondez pas toujours à ma question. Non, je réponds non. On va prendre le dernier. On peut seulement dire personne n'est contre un linga pour M. Rochmar Christian Kabou. Pourvu que le pays retrouve tout ça. Son intégralité, qu'il y ait la paix et tout. On va prendre le dernier. Donc, sinon, s'il veut avoir un linga sans ça, il n'est pas question. On prend le dernier téléspectateur, M. Zeba, qui appelle de Ouagadougou, sur lui change de sujet, la double candidature au CDP. M. Zeba, vous avez juste 45 secondes. D'accord, bonjour à tous les journalistes. Merci. Je voulais aussi parler du report des élections, mais on m'a dit qu'il y avait trop de monde là-bas. Le CDP étant mon parti politique, je veux quand même opiner là-dessus. Vous voulez parler de quel sujet? Du CDP ou du report des élections? Je veux partir sur la candidature du CDP. Ok, allez-y. Je pense que chacun doit un peu mettre de l'eau dans son vin et pour l'intérêt général de notre parti, qui est le CDP. Maintenant, je voulais aussi dire à M. Voukouma, vous savez, quand M. Voukouma dit qu'il a appelé Navaré pour savoir si la lettre était authentique ou pas, quand il lit la lettre, s'il est sincère, la lettre n'est pas adressée à Navaré. Il faut que certains... Laquelle lettre? Il y en a trois. Hein. Monsieur Zeba, c'est laquelle lettre? La lettre du 10 dont on conteste là. Donc la lettre du milieu. D'accord. La lettre du 10 n'est pas adressée à Navaré. Tout le monde est unanime que ce n'est pas adressé à Navaré. Si lui, il a eu le courage d'appeler Navaré pour savoir, je pense qu'il devrait avoir le courage aujourd'hui d'appeler Navaré parce que la population suit. Il faut demander la troisième lettre dont on fait cas là. Et adresser à Navaré, demandez-lui voir s'il a reçu une lettre ou pas. Et là, on est quitte quoi? Il ne faut pas induire la population en erreur. Je veux en principe demander à toute la direction du CDP d'avoir un peu de minimum de respect pour les militants, même eux son fondateur. Si on a eu le courage de la tuer, tout au pouvoir pendant le congrès de 2018, on doit quand même avoir la sagesse et l'honnêteté de reconnaître cette chose au lieu d'induire les gens à l'erreur. Il faut appeler M. Voukouma, Navaré aujourd'hui, après l'émission, voir s'il a reçu, oui ou non, la troisième lettre du fondateur. Parce qu'on peut accepter et dire non, comme c'est ainsi, on fait comment? On part à l'investiture de notre candidat qu'on a désigné. Nous sommes tous d'accord et on part à l'investiture. Mais il ne peut pas reconnaître la lettre et dit qu'on a appelé l'individu en question. Oh, pourtant, on sait lire, entre les lignes, que la deuxième lettre du 10, puisque la troisième lettre dont vous faites cas là, parle de la troisième, parle de la lettre du 10. Oh, pourtant, cette troisième lettre a été adressée à M. Navaré. Monsieur Zeba, la double candidature, on est retombé dans les lettres. Ça, c'est le siècle, comme on dit, le siècle des anges. La double candidature, Mamadi Kwanda est aussi candidat, il s'annonce candidat. Ah, désolé. Oui, d'accord, rapidement. Voilà. M. Bernard Navaré m'a dit, qui est le président du collège de propositions, de désignation, m'a dit que la seule lettre qu'il a reçue, c'est celle qui confirme la candidature, qui valide, qui a été adressée par le président Blaise Compaoré. C'est la seule lettre qu'il a reçue. Il n'en a pas reçu d'autres. Oui, c'est les deux autres lettres des fake news. D'accord. C'est ça qu'ils avaient. On en saura un peu plus. On en saura un peu plus d'ici là, dans tous les cas. Comme ce sont des lettres, peut-être qu'il y aura d'autres moyens d'authentification et de confirmation. Mais sur les lettres là. On est au thème de l'émission. Laissez les lettres là où elles sont. On continue. Pour les prochaines fois, on aura l'occasion. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. On remercie donc tous les téléspectateurs qui nous suivent au Burkina et partout ailleurs dans la diaspora. J'étais donc avec Voukouma Joacin, qui est journaliste et directeur de publication de Kasseto.net. Merci Voukouma d'être passé. Et puis Mamadou Ali Compaoré, les journalistes cadres au ministère de la Communication. Merci d'être passé. André Eugène Ioudo, directeur de la radio des écoles, et Faustin Évariste Constebo, il est donc président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, chroniqueur média, président du premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.